Je vais faire la somme des malaises depuis le début, c'est-à-dire que la présentation, elle est un peu hybride pour les mêmes raisons que mes éminents collègues ont préalablement exposé, à savoir que pas trop d'infos, ça faisait partie de la surprise, je présume, planifiée par Sylvain. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous risquez de me voir debout, assis. C'est pas que je vous aime pas. Donc, quand Sylvain m'a demandé si ça m'amuserait de participer votre initiative, le vôtre étant déjà bien là, j'ai dit bien sûr, bien sûr. Puis finalement, j'ai dit choisi. J'ai envoyé comme 2 entrées sur un thème qui me semblait à peu près respectueux de l'objet. Et finalement, comme mon ami Sylvain a choisi et opté plutôt pour ce qu'il y avait à voir sur les effets d'intervention d'organismes communautaires, en ce qui me concerne, sur non seulement les probabilités, mais les résultats en termes de réintégration fin d'études chez des jeunes adultes. Mais mes jeunes adultes à moi ne sont pas, excusez l'expression, je suis un vieux homme, ce n'est pas des flots d'âge scolaire. Ce sont des jeunes parents qui ont, pour la majorité, laissé l'école aller voir ailleurs s'ils étaient, s'ils seraient. Il y a un petit bout derrière. Donc, j'ai concentré le discours qui vient et les illustrations, notamment sur une sous-population de, encore une fois, j'étais ce terme, de bénéficiaires des prestations d'un organisme communautaire en particulier qui est fortement implanté depuis très longtemps. L'école des parents depuis un temps relativement limité, mais son organisme mère ou père qui est le réseau. Donc, le réseau de... je ne me rappelle jamais l'acronyme, bref, le réseau. Qui est le premier... oui, regroupement économique et social du Sud-Ouest de Montréal, qui est en fait le premier résultat d'intégration des effets des plus vieux organismes tournant autour de la gauche dans les années 70, dont je fus, les inventeurs d'animation communautaire, et les inventaires de toute une série d'organismes, certains y ont été récupérés par le système. Par exemple, un jour je vous expliquerai d'où sortent les CLSC, mais les CLSC sont des produits de récupération par l'État d'organismes qui étaient implantés socialement dans des tissus de quartier, beaucoup dans le sud-ouest de Montréal. Question de les dégauchiser. En fait, tout ce qui était à la base des CLSC était plus ou moins en lien avec des organismes marxistes-léninistes de l'époque, à savoir des trucs qui tournaient autour d'En-Lutte ou des trucs qui tournaient autour de Magang, mobilisation, des restants du Comité d'action politique Saint-Jean. Fermeture de la notice historique, mais quelque part, gardez ça en mémoire parce qu'il y a des logiques de continuité qui vont être des logiques d'implantation dans des tissus sociaux de quartier qui, en fait, eux, ont tendance à évoluer. Donc, la présentation s'appelle « Les interventions d'organismes communautaires auprès de parents marginalisés », je souligne marginalisés, et leurs effets sur la réinsertion scolaire au secondaire. Et en réalité, je vais passer du cas des écoles de parents de Montréal à un cas particulier qui est la maison mère, en fait, qui est l'école des parents réseau. J'aurais pu parler d'autres choses, comme du plus vieil organisme communautaire ayant une intervention socio-éducative implanté depuis 45 ans dans le centre-sud. C'est probablement le plus vieux, le plus gros et le plus stable des organismes communautaires sur le territoire de Montréal, mais ne s'occupe pas tellement de scolarisation. Donc, avec Sylvain, décidé de ne pas en parler. Voyons. Ah, excusez-moi. Bon, je vous passe le menu. Le contexte, donc, pour ce qui est de l'école des parents réseau. Origine, ça apparaît dans le sud-ouest de Montréal, donc en gros, les zones qui sont concernées par l'intervention sont celles qui sont concernées par les différents services de réseau. Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Petite-Bourgogne, Saint-Paul, Aymar, puis Griffintown. On verra, juste en nommant les mots, que dans certains cas, il y a comme une forte gentrification fortement appuyée par le développement économique privilégié par notre État et
par bien des choses, qui fait qu'il y a des effets d'augmentation de l'encerclement des poches de défavorisation. Griffintown, honnêtement, les gens qui étaient du tissu social, c'est-à-dire les gens de classe ouvrière qui ont déclassé, parce que les shops ont fermé, sont passés au chômage, à l'aide sociale, puis à la troisième génération d'aide sociale, il y a comme une microculture et des limites, puis un enfermement. Ben, si vous leur foutez de la gentrification tout le long, dans tout le secteur des anciennes usines principales, qu'est-ce qui se passe? Ben, aussi, tous les services d'appui, plus ou moins issus du communautaire ou indirect, ou les appuis scolaires à leurs enfants, ont tendance à prendre le bord, parce qu'évidemment, quand on calcule l'indice de défavorisation, sur ce dans quoi est Griffintown, à savoir Pointe-Saint-Charles, autrefois, le résultat, c'est que les écoles ne scorent plus à 7-7, ou 8-8, ou 9-9. Donc, toutes les mesures compensatoires pour l'intervention précoce d'un bénéficiaire, ça prend le bord. Moralité, quand vous intervenez, vous êtes enseignant ou vous êtes quelque part dans les eaux santé, services sociaux, éducation et ou communautaire en partenariat dans un milieu défavorable, arrangez-vous pour que ça ne gentrifie pas, ça tue. Le financement, moi, ça fournit de très très bons arguments aux fonctionnaires pour passer les ciseaux dans les petits financements complémentaires. Dans le gouvernement actuel, ce serait peut-être ce qu'on appelle le bistouri, compte tenu de la nature médicale du corps ministériel. Le but, au moment de la formation du réseau, c'était de rejoindre des jeunes parents sous-scolarisés qui provenaient de populations marginalisées qui ne sont pas rejoints par les services réguliers, notamment l'éducation aux adultes. Il y a une dame avec qui je parlais tantôt durant la pause autour d'une chose politiquement incorrecte, à savoir une cigarette, qu'on faisait le même constat que moi. Et probablement d'autres gens qui connaissent les milieux vulnérables. Ce n'est pas des gens qui courent après les représentants système. Quand tu es vraiment, vraiment en difficulté, marginalisé, dans une culture de marginalisation, tu ne vois pas le gentil travailleur social qui t'entend, qui t'attend au CLSC le plus proche comme étant un allié. Objectivement, c'est une source d'emmerdement. Parce que s'il vient te voir, ça veut dire que probablement tu es un parent négligent ou je ne sais pas quoi, et qu'en conséquence, tu vas craindre le signalement des PJ éventuels ou l'évaluation en tant qu'incompétent complet, total et absolu. OK? Qu'est-ce que ça va avec notre intervention? Ben, les gens auprès de qui interviennent, notamment le petit pourcentage que j'ai pris de clientèle de l'école des parents pour les fins de cette communication-ci, sont des gens qui varient entre 19 et 24 ans, portion des gens qui fréquentent les services d'école des parents. Ben, ces gens-là ne sont pas des gens qui sont habitués à avoir d'autres types de prestations, sauf de la part du communautaire, qui ne soit pas une confirmation du fait qu'ils sont des parfaits incompétents. Des parfaits incompétents en tant que parents, de la part notamment des services sociaux, santé et services sociaux, c'est pas dit méchamment. C'était toujours dans une relation client-expert, puis tu es dans une relation de référence. Donc, toi, tu ne sais pas, eux, ils savent. Même chose pour le lien avec les services de type médicaux. Ce qu'essaye d'éviter sur le terrain, plus ou moins efficacement, de tiers organismes comme les gens de pédiatrie sociale. Je ne parle pas des médecins, je parle du vrai monde des intervenants communautaires qui sont à l'emploi des services de pédiatrie sociale. Bref, une clientèle particulière, des gens qui ne courent pas après service et surtout des gens qui se considèrent, à tort ou à raison et souvent par effet d'apprentissage, comme devant être rééduqués, comme étant peu compétents, donc peu proactifs, notamment par rapport à l'apprentissage de type scolaire direct ou indirect. Il y a eu, à partir de 2011, une réplication avec modification du projet, donc l'école des parents, à Pointe-aux-Trembles. J'en parlerai pas dans le détail dans ce cas-ci,
parce que ça aurait fait une présentation de double étude de cas qui aurait pu nettement plus que 25 minutes, j'espère d'ailleurs que mon ami, enfin je crains. Oui, ben Après Timéo Danao et Donna Ferrantez. Ça fait 10 minutes, là. Combien? Ça fait 10 minutes, il en reste 15. Quelle horreur! Donc, l'école des parents réseau offre quelques caractéristiques pédagogiques qui nous intéressent, le nous étant l'équipe de chercheurs et co-chercheurs avec qui je bosse. Et en particulier, notamment au plan des raisons d'efficacité ou d'efficience qu'on ne trouve pas toujours, indépendamment de toutes les études des prestations des jeunes du secteur de l'éducation des adultes, là, qui font le mieux qu'ils peuvent dans le contexte où ils sont, mais ils sont dans un contexte qui est structuré et relativement contraignant parce que curricularisé. Donc, caractéristiques pédagogiques, formation fondée sur l'identification de situations de problèmes. Ça a déjà été soulevé par des tiers et précédents intervenants. Notamment en utilisant, et c'est aussi la base de recrutement au départ de l'école des parents, c'est, si je veux être un bon parent, il faudrait peut-être que je sois au moins capable de suivre ou d'avoir les mêmes habiletés que mon enfant, notamment quand il sera rendu au secondaire, mais déjà au primaire, il faut voir que ces gens-là, les gens les bénéficiaires des services de l'école des parents, l'école du réseau en particulier, sont souvent des gens qui ont droppé l'école depuis très longtemps et très précocement. On a des gens qui ont des primaires à peine finis là-dedans. Là. Et c'est pas parce qu'ils ont que 22, 23, 24 ans que leur capacité de donner du sens à des contenus de type cognitif parfaitement abstraits et disciplinarisés, c'est très fort. Okay? Donc, quelque part, c'est des gens pour qui c'est extrêmement important de réintégrer les dimensions d'intérêt des contenus disciplinaires dans une perspective qui est héritée finalement des interventions d'alphabétisation dans la perspective de Freire, de ma jeunesse dans les années 60. Par rapport à des capacités opératoires concrètes. Et à partir de là, on peut re-rentrer et les ramener à ce qui aurait été leur contenu disciplinaire de référence en secondaire 2, 3, 4. D'accord? Au moment où ils ont lâché le système. Intégration progressive et située donc des contenus scolaires, maths, français, généralement, c'est ce qui, eux, associent, et ce qu'on associe aux compétences de type scolaire très opératoires ou facilement transférables dans le quotidien. Ensuite de ça, on rentrera les autres disciplines dans lesquelles il y a des flux, au moment de la transition vers le secteur des adultes. Pas d'évaluation formelle, ça c'était jusqu'à récemment, mais observation des compétences avec auto-éco-évaluation en fin de cycle de formation. Il faut voir que c'est des cycles de formation qui sont très courts, 2-3 mois, mais les gens peuvent en faire autant qu'ils veulent. Ils rentrent quand ils veulent, ils sortent quand ils veulent. Il y a toujours une masse critique minimum de gens et les groupes de référence au total ne sont pas très nombreux. La population qui bénéficie sur un an, les cohortes, on va voir tantôt, ce n'est pas des millions de gens. À partir de 2014, l'utilisation du matériel d'évaluation des compétences du Centre de ressources éducatives et pédagogiques pour l'éducation des adultes de la CSDM. Il y a un peu d'équivalent à la commission scolaire Pointe-de-l'Île. Mais quelque part, ça permet de commencer à préparer les gens à un référencement ou à une habituation d'usage des modes, des modalités de mesure d'évaluation de type plus scolaire. Ce qui fait que quand ils passent à l'EDA, ils ne partent pas en course dès qu'il y a quelque chose qui ressemble à une tâche évaluative. Pointe aux trembles, la clientèle est plus scolarisée. C'est des raccrocheurs adultes qui ont souvent atteint des niveaux secondaires 3 ou 4, donc ils n'ont pas trop de grands bouts à faire. Formation fondamentale qui est fondée sur l'identification de situations problèmes, c'est la même logique. Il y a un passage rapide de la réintégration scolaire via l'éducation des adultes en utilisant la forme motorisée accessible de façon électronique. Autrement dit, j'utilise les services type formation à distance offert par l'éducation aux adultes, notamment par la commissaire scolaire Pointe-de-l'Île, mais aussi par la CSDM, dans un réseau qu'ils ont. Soutien individualisé, et ça se trouve dans le cas des deux écoles des parents, de la part des formateurs au moment où les apprenants le souhaitent et avec possibilité de situer les problèmes scolaires en fonction des situations de vie. Et
dans ce cas-là, il y a toujours la présence d'une évaluation scolaire formelle via les modules en ligne, mais qui peut être vue comme un feedback formatif autant que comme une évaluation à caractère normatif. Donc, quelque part, ça aide. Donc, illustration du cas du réseau. Le quartier est en évolution au plan, le réseau est dans le sud-ouest de Montréal. Oh, merci. Le quartier est en évolution au plan démographique. Au départ, c'était des quartiers comme Centre-le-Sud, comme Hochelaga-Maisonneuve, comme d'ailleurs l'Est, Pointe-aux-Trembles. C'était des quartiers polos, des quartiers ouvriers où, dans le cas du Sud-Ouest, comme dans le cas de Pointe-Saint-Charles-Saint-Henri, comme dans le cas, par exemple, de Hochelaga-Maisonneuve ou de Centre-le-Sud, vous pouviez travailler de père en fils et de mère en fille dans la même shop pendant 12 générations. Le critère d'embauche était ton père, ta mère, t'es un bon travaillant, c'est pas un emmerdeur, puis il n'est pas syndicaliste. Donc, à quoi ça te sert d'aller à l'école quand tu es rendu à 14, 15 ans? De toute façon, à 16 ans, tu auras déjà fait un petit à quelqu'un et en conséquence, ça va te prendre des revenus stables. Et quelque part, il y avait des cultures de quartier populaires comme ça. À partir des années 60, 70 et surtout 80, tout le tissu manufacturier se casse la figure, tout comme le tissu indirect dans l'Est qui était associé à pétrochimie, etc., se casse la figure. Résultat, l'exemple type, Hochelag, Hochelaga-Maisonneuve, Centre-le-Sud, déclassement, donc on passe au chômage, puis sur le BS, et puis sur d'autres choses. Dans certains cas, il y avait des traditions de lutte populaire et des organismes communautaires déjà existants. Dans d'autres, malheureusement, ce n'était pas le cas. Dans l'Est, il n'y avait pas de tradition de présence d'organisations, regroupements de type organismes communautaires populaires très associés aux luttes, alors qu'il y en a depuis le 19e siècle dans Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles. Quelque part, ça fait une différence en termes d'accessibilité, de frein à des cultures de marginalisation qui finissent par être individuelles. Donc, stabilité et marginalisation des populations d'origine, mobilité sociale accompagnée de mobilité géographique. Dans ces quartiers-là, notamment dans le sud-ouest, la nouvelle population est celle d'une population migrante, généralement raide cassée, qui se ramasse là essentiellement parce que le loyer n'est pas cher. Mais l'idéal de vie, c'est pas de rester ici dans le sud-ouest, ils n'ont pas d'attache historique. Contrairement à la population canadienne-française d'origine, pour qui dépasser le quartier ou le canal de la Chine, ça se fait pas, ton univers il commence puis il finit là. Puis l'effet de notification qu'on a déjà nommé. Je vous saute les données sur Pointe-Saint-Charles. L'effectif de parents concernés dans le cas de l'illustration, l'école des parents réseau. C'est des parents, ce que j'ai sous-conservé, qui détiennent le niveau secondaire 1 à 4e secondaire au moment de la première inscription dans une cohorte de formation en fait par l'école des parents. Là-dessus, vous avez des données étalées sur 3 ans, donc 9 cohortes, c'est-à-dire des groupes qui rouvrent à l'automne, à l'hiver ou au printemps. Les gens pouvant demeurer et transiter, les gens pouvant sortir et apparaître dans une cohorte subséquente. En gros, ça nous donnait des données sur 102 jeunes parents ayant déserté, évidemment, l'école, sur un total de données qu'on avait sur 214 personnes. Mais sur 214 personnes, il y en a qui étaient trop vieux pour votre centre d'intérêt. Et il y en a qui étaient vraiment en phase de réalphabétisation à l'entrée. Je veux dire, il n'y avait pas un 4e primaire terminé, puis ça faisait 12 ans qu'il n'y a pas mis les pieds dans une école. C'est pas tout à fait le même genre de priorité. Sur le sous-échantillon de gens dont je vais vous parler, il y a 95% de dames et 5% d'hommes. Évidemment, c'est excessivement marginal. Vous allez comprendre, sachant que le statut des bénéficiaires, c'est généralement à 68% de parents monoparentaux. Il y a 32% des gens qui sont en couple, mais en couple qui peuvent être récemment reconstitués puis déconstitués 6 mois plus tard. 90% des gens sont sans emploi, 5% ont des job-ins occasionnels, puis il reste 5% de gens qui se trouvent des emplois réguliers, souvent en salaire minimum, mais souvent indirectement via l'économie sociale, auxquels ils ont accès via les autres services de réseau. Revenus pour 74% de nos jeunes, c'est l'aide sociale, 4% l'aide d'emploi, le reste c'est des revenus divers, ça peut être inclusivement, bêtement, la pension alimentaire. Du
du conjoint ou du fabricant de petits-enfants. Citoyenneté, ben, il y a 57% des gens de l'effectif qui étaient des gens reproduits dans le quartier. Ce sont des de souche, mais c'est plus que des de souche canadiens. C'est des de souche locaux. 24% de migrants ayant citoyenneté canadienne, donc migrants résidents, et 19% de résidents. Bon. En gros, l'impact que l'intervention sur ces séquences-là peut avoir sur l'intégration sociale et scolaire, on va parler surtout de l'intégration scolaire. Vous avez une illustration en haut là, du type de trajectoire des cohortes. En 2012-2013, à l'automne, il y avait 24 parents bénéficiaires dans nos tranches d'âge. À l'hiver, il y en avait 27, mais il y en avait 5 qui étaient rentrés, mais il y a une couple d'autres qui étaient sortis. Au printemps, il y en avait 25, dont 3 entrées, et une couple d'autres, encore une fois, qui sont sortis. Les in and out, je ne vous ai pas fait le détail, ils sont traçables. 2013-2014, vous voyez que ça ouvrait le même portrait en termes de nombre approximatif. 2014-2015, où on avait des données complètes, c'est aussi un profil assez semblable. Excusez. Il y a 64% de l'effectif des gens sur lesquels je me suis penché qui sont retournés ou retournent au secteur de l'éducation des adultes, ce qui est quand même pas mal. 7% intégraient de façon stable l'économie sociale locale en retournant aux études ou pas. 14% obtiennent un emploi stable sans diplomation, c'est-à-dire quelque part via l'économie sociale finalement. Ils vont faire un bout aux adultes, mais pour différentes raisons, n'y demeurent pas et ne terminent pas une diplomation équivalente DES. Et 51% de l'effectif, en les suivant finalement, surtout ceux de la première cohorte, celle de 2012-2013 dans le lot. Évidemment, en 3 ans, ils ont eu le temps inclusivement de faire le rattrapage de l'éducation aux adultes adéquat pour avoir été chercher une diplomation la quatrième année plus tard. Vous avez là une petite analyse de... Enfin, j'ai utilisé un modèle d'analyse de correspondance multiple simplement parce que je trouve ça assez illustratoire. Je ne vous donnerai pas un cours de métaux, ce n'était pas l'objet. Mais bref, c'est une approche descriptive. Ce que vous avez sur le plan, en gros, c'est pour la cohorte, donc la première, la deuxième et la troisième, 2012, 13, 13, 14, 14, 15, qui est rendu où par rapport à la fois à la diplomation, l'obtention d'une certification, encore aux études et ou avec un emploi stable. Et ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, il y a une concentration des gens, pour le dire comme je disais tantôt, à cause de la durée requise pour faire la trajectoire, qui sont de la première cohorte, donc celle 2012-2013, qui finalement soit sont trouvés un emploi stable, qui est stable depuis qu'on les relance finalement, soit ont eu une certification et souvent les deux concomitamment. C'est un petit exemple. Les fondements de l'efficacité basés sur l'analyse stade textuelle, dont je ne donnerai pas les produits directs, du discours des formatrices et des participants aux cohortes successives, tout le monde, en interview de groupe, dans une méthode que mon ami Mathieu connaît bien, parce que je crois qu'il a participé pas à ça, mais dans d'autres cas, à l'application de notre méthode. Une entrevue de groupe, c'est traité comme une somme d'entrevues individuelles. Les gens doivent s'identifier. Donc, on peut discriminer le discours, le regrouper par individu, ce qui évite, ensuite de ça, quand on extrait des unités de sens du discours, des bouts de phrases, des segments répétés, de leur donner une valeur et propriété globale alors qu'elles sont intéressantes mais spécifiques à certains individus. Okay? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les effets de groupe sur le temps. Donc, de l'analyse de ça, des entrevues individuelles, des formatrices, des entrevues de groupe de l'ensemble des cohortes, il ressort un certain nombre de caractéristiques avant que je me fasse pendre, ce qui est considéré comme la clé de succès par les gens, c'est la flexibilité, le fait qu'ils puissent entrer et sortir au gré des sessions de formation, la présence continue de ressources de soutien de l'intervenant, le caractère situé des contenus de formation, c'est ce qu'on a dit tantôt, on part toujours, mais on fait le joint avec des situations de vie puis des zones de mise en œuvre de compétences réelles,
La création des autres pairs, ce sont des gens qui sont vulnérables et généralement très isolés. Indépendamment que ce soit des locaux. Souvent, ils connaissent 3 personnes dans leur quartier, puis c'est bien tout. Intégration aux tierces ressources et services du réseau, ça c'est fantastique, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui est fait directement à la fois avec l'accès à la scolarisation, de l'alphabétisation, mais aussi à l'ensemble des services de soutien et l'entrée en économie sociale. Et avant que... Voilà, je conclue. Disponibilité de soutien matériel, c'est un élément très important. Bon, en gros, ce que mentionnait, je crois, Anne, commission scolaire, effectivement, le fait qu'on puisse offrir des services, école des parents, dans les sous-secteurs, à proximité des zones où les gens ne sortent pas, c'est-à-dire à faible distance de leur zone d'habitat, qu'on leur paye effectivement les billets d'autobus, les passes d'autobus. Ça fait souvent la différence. Le fait qu'on offre aussi des services de garde sur place et qu'on ajuste les moments de formation de sorte que ceux qui ont des job-in ne soient pas mis dans la situation de choisir je vais à l'école ou ben non, je perds ma job. En gros, ce sont les ingrédients qui ressortaient chez nos collègues et qui ressortent chez moi. Voilà, tu me parles.